Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Véronique. Bonjour Flavie, bonjour tout le monde. Un tout grand merci, d'être présente avec nous aujourd'hui c'est le tout 1er webinaire que nous organisons du coup sur, notre, application et notre nouvelle académie Simplicure. Donc c'est un grand jour et nous sommes vraiment ravis du coup de partager ça, avec toi aujourd'hui, en plus pour une thématique qui s'annonce vraiment, très intéressante. C'est un plaisir, merci de m'accueillir. Donc voilà, on va juste attendre encore peut-être 2-3 minutes, allez 2 minutes, que les personnes puissent trouver, le chemin du live et nous rejoindre et puis nous plongerons, dans le monde du microbiote. Fascinant. Oui, et tout un programme, je pense, qui s'annonce très, très intéressant. Marie-Sophie qui est à côté, qui vérifie que tout est en ordre. C'est parfait. Alors je vais mettre peut-être donc vous le voyez, hein, sur la droite, il y a un espace discussion. Donc, n'hésitez pas à partager, à nous faire un petit coucou. Et puis on va pouvoir tout doucement commencer. Et des gens qui sont ponctuels, hein, donc là il est 29. Oui, tout à fait. Merci à vous pour la ponctualité. On va quand même attendre une petite minute, pas le quart d'heure académique, mais une petite minute pour bien commencer à l'heure. Et bon, je me permets du coup de profiter de cette petite minute pour dire que vous allez le voir, cette académie Simplicure, vous allez pouvoir retrouver, différents canaux aussi. L'idée, c'est réellement de pouvoir créer des discussions et des synergies entre praticiens. Donc, il y aura des forums d'échange, donc on pourra aussi partager sur nos cas pratiques, nos questions. Donc voilà, tout ça s'annonce, très intéressant. Eh bien, de mon côté, je vois qu'il est 30, donc je vous propose de commencer tout doucement. Donc pour ceux qui arrivent, vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Véronique Liès, qui a eu, la grande gentillesse d'accepter de participer. Bon, je ne sais pas si c'est une 2e, une 3e, une 4e fois, pour un webinaire avec nous. Je pense 4 ou 5. Oui, tout à fait. À chaque fois sur, des sujets très intéressants et aujourd'hui, on va parler donc du microbiote, de sa complexité, et l'objectif, je pense, ça va être vraiment de pouvoir passer à une forme de simplicité ou en tout cas de maîtrise pour pouvoir vraiment conseiller correctement, nos patients, nos consultants. Véronique, je te laisserai, évidemment rentrer dans le vif du sujet, tu le feras mieux que moi, mais donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Véronique Liès, elle est diététicienne, nutritionniste, formatrice, à bien des niveaux. Autant tu as des formations à toi que tu interviens aussi dans d'autres formations, extérieures. Une très, très large pratique aussi. Donc voilà, vraiment, quelqu'un de très, intéressant et intéressé. Et donc vous allez le voir, vous allez pouvoir échanger sur le côté, discussion. N'hésitez pas à nous partager aussi toutes vos questions pour qu'on puisse y revenir, à la fin de la présentation et prendre le temps de vous répondre à tous et toutes. Alors, Véronique, je te laisse la main. J'arrête mon partage d'écran et Hop, tu me dis si c'est OK de ton côté. parfait. On voit très bien. Parfait. Eh bien alors on est prêt? C'est parti. C'est parti. Merci déjà de me laisser cette opportunité de parler d'un sujet qui passionne tout le monde, hein. Il n'y a pas beaucoup de praticiens de santé qui n'ont pas compris toute l'importance évidemment de ce microbiote. Donc ici, l'idée, c'est évidemment de vous parler d'un sujet pendant 40-45 minutes. Donc, bien entendu, impossible d'être exhaustif. Donc, j'ai essayé vraiment de cibler quelques petits concepts très, très pratiques pour vous aider au niveau de votre pratique, justement. Donc, hop, Flavie m'a présentée, donc je suis Véronique Liès, diététicienne nutritionniste, j'écris des livres également, j'en ai mis quelques-uns ici. Je fais une chronique qui s'appelle La Révolution microbiote sur Nutri Radio et j'enseigne en plus de ma propre
plateforme de formation en ligne. Et depuis quand même plusieurs années, le microbiote est un sujet que j'approfondis beaucoup, beaucoup et qui me passionne. Et je sais que c'est le cas pour vous aussi. Donc, pendant cette présentation aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va revoir quelques concepts. Alors, voir ou revoir, ça dépend évidemment votre niveau, mais on va rapidement, je ne vais pas passer 30 minutes là-dessus, mais rapidement revoir un petit peu qui est finalement ce microbiote. Mais surtout, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener à cette notion importantissime qu'est la personnalisation, parce qu'on est quand même depuis plusieurs années en train d'acquérir une connaissance évidente sur les fonctions de ce microbiote, à quoi il sert, etc. Mais on est encore aujourd'hui finalement assez peu renseigné sur les modalités très pratiques et surtout sur comment on peut adapter nos conseils à nos patients. Parce que c'est bien beau de leur dire mange des fibres, mais en fait, on ne devrait pas dire ça comme ça à tout le monde parce qu'on est vraiment rentré dans cette ère de la personnalisation. Donc, on va voir en quoi c'est important. Et puis, j'ai voulu vraiment orienter ce webinaire sur finalement quels sont les critères qui vont nous amener à conseiller plutôt tel probiotique qu'un autre et la même chose pour les prébiotiques. Donc, on va commencer avec ce petit microbiote et vous redire rapidement que pas que des bactéries, ça vous le savez, mais c'est important parce que évidemment la majorité des études portent sur les bactéries, mais de plus en plus maintenant, on a des publications sur les levures, sur les archées, sur les phages ou bactériophages. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'infos sur les bactéries, mais il ne faut pas oublier que même s'ils occupent en volume finalement une part beaucoup plus discrète dans la composition de ce microbiote, eh bien, on comprend très bien aujourd'hui que malgré cette disproportion en termes de quantité, eh bien, il y a véritablement toute une interaction, une interactivité qui se joue entre ces différents micro-organismes. Donc ça, c'est déjà un message important. On commence vraiment maintenant à bien comprendre que, par exemple, certaines archées, eh bien, elles vont être essentielles, notamment pour le transit, et qu'on peut clairement les moduler. Alors, donc, voilà, ce microbiote, comme on l'appelle, il est donc composé de bactéries, mais pas que. Et qu'est-ce qui fait qu'il est finalement tellement important? Eh bien, il est important parce qu'il remplit des tonnes de fonctions, on va en voir quelques-unes. Et comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, il bosse beaucoup. Franchement, il bosse beaucoup. Et c'est ça tout l'intérêt d'ailleurs aujourd'hui de la personnalisation, c'est que toutes les souches ne font pas tout. Donc, voilà, on va vraiment essayer dans l'avenir de comprendre de mieux en mieux les fonctions précises. Mais de manière générale, ce microbiote, il va fabriquer des métabolites. On va parler des PAMS, les pathogènes associés avec molecular patterns, donc tout ce qui est lié aux pathogènes, au niveau de leur structure, de leur membrane, les LPS, les fameux LPS, les lipopolysaccharides, mais on sait aussi que le microbiote va jouer un rôle fondamental dans la transformation des acides biliaires en acides biliaires secondaires. Et puis, point essentiel, c'est que ce que nous mangeons va subir une transformation, une fermentation, mais pas que, et tout ça va amener à la production de métabolites. On connaît bien les acides gras à chaîne courte comme le butyrate, l'acétate, le propionate, mais vous avez aussi des acides gras à chaîne courte ramifiés comme l'isobutyrate, l'isovalérate, et donc qui viennent aussi de la fermentation des glucides et qui viennent, eux, de la fermentation des acides aminés à chaîne ramifiée, des BCAA. Donc, on a des BCAA, eh bien, le microbiote va les transformer en acides gras spécifiques. Donc,
On a aussi évidemment toute une série de composés bioactifs, on sait notamment les polyphénols de l'alimentation vont être notamment absorbables et surtout activés, on va dire, en molécules utiles pour nous grâce au microbiote. On a le système endocannabinoïde et bien entendu, on a aussi toute une série de médiateurs de notre immunité. Et puis, on en parle un petit peu moins et pourtant, Dieu sait qu'on dans l'avenir, on va beaucoup en parler, c'est la fameuse voie des indoles à partir du tryptophane qui joue un rôle absolument fondamental dans la santé. Donc, on a un microbiote qui produit notamment en rapport avec ce que nous mangeons des métabolites et ces métabolites vont aller activer des récepteurs bien précis. Hein, vous voyez ici les LPS, les AM qui vont aller sur les PAMS, qui vont aller sur les toll-like récepteurs 4, on a le système endocannabinoïde, on a les acides biliaires, on a les acides gras à chaîne courte. Eh bien, toutes ces molécules, tous ces métabolites vont aller activer des récepteurs spécifiques et c'est cette activation qui va permettre eh bien, d'avoir une fonction, d'avoir un rôle dans notre corps qui va donc varier, vous le voyez, en fonction de ce qu'on mange, notre microbiote et des récepteurs, donc des métabolites produits et des récepteurs qui sont donc activés. Et donc tout ça, ça permet aujourd'hui très clairement de considérer le microbiote véritablement comme un organe avec des effets santé qui ne sont pas du tout exhaustifs. Hein. Vous avez ici tout ce qui est maladies hépatiques, mais rénales, les maladies neurodégénératives, mais aussi les maladies mentales, les diabètes, tous sont aussi en lien avec la composition de notre microbiote, les maladies respiratoires, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc vous voyez, c'est juste énorme. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas une maladie, parce que je l'ai dit, ça n'est pas exhaustif, bien sûr, il n'y a pratiquement pas un problème de santé ou une maladie qui n'est pas de près ou de loin liée à la composition, j'allais dire, de ce microbiote, mais on doit dire de ces microbiotes, évidemment, au pluriel, puisque nous avons des bactéries et des micro-organismes un petit peu partout, et on découvre aujourd'hui le rôle, par exemple, absolument fondamental du microbiote buccal, du microbiote oral, qui va communiquer avec le microbiote intestinal et qui vraisemblablement, avant une perturbation du microbiote intestinal, eh bien, va jouer un rôle dans la pathologie. On retrouve certaines bactéries qui ne devraient être normalement que dans la sphère buccale. On va retrouver certaines souches, notamment chez les patients atteints de cancer du côlon. C'est vrai aussi pour le lien entre microbiote buccal et pulmonaire. Mais donc, vous voyez qu'on a bien sûr des microbiotes un petit peu partout. On sait aussi que le microbiote vaginal joue un rôle fondamental dans toute la reproduction, dans toute la santé évidemment urogénitale de la femme. Et donc, il y a par exemple des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants à cause d'un déséquilibre du microbiote vaginal. Donc, on sait maintenant à quel point ils sont importants, tous ces microbiotes. Donc, aujourd'hui, on a, eh bien, c'est pas possible en fait de ne pas aborder cet aspect de microbiote avec nos patients, pratiquement quel que soit le problème de santé qu'ils ont. Que ce soit un problème de poids, métabolique, hépatique, rénal, mental, cardiovasculaire, le microbiote doit absolument être abordé en consultation et il est possible aujourd'hui de donner des conseils de plus en plus personnalisés, des conseils concernant évidemment la base, l'alimentation, avec certains probiotiques, avec des prébiotiques. Vous avez bien sûr les probiotiques du commerce. Vous avez la transplantation du microbiote fécal, mais bon, c'est quand même très restreint, même si dans certaines indications, c'est extrêmement prometteur. Mais il y a déjà mieux que ça qui est prévu aujourd'hui. On a la thérapie par les phages qui va
ça ne va pas traîner un jour aussi être accessible, elle est déjà très présente dans certaines études, donc vraiment, et certains pays ont déjà démarré cette prise en charge-là. Vous pouvez aussi modifier certains probiotiques, ça c'est un petit peu plus technique, et puis vous avez ce qu'on appelle les LBP, les Live Biotherapeutic Products, où là on a vraiment des souches vivantes qui sont des souches commensales et dont on découvre aussi aujourd'hui les bienfaits absolument incroyables. Alors, j'ai déjà abordé un petit peu ce sujet, mais finalement, de façon plus précise, en quoi la personnalisation est urgente. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir et qui me disent « on m'a dit, prends un probiotique », mais sans préciser spécialement quelle souche. Ou on m'a dit « mange plus de fibres », mais sans dire lesquelles. Est-ce qu'on parlait de fibres? Est-ce qu'on parlait de prébiotiques? Donc, beaucoup trop souvent, aujourd'hui, malheureusement, les conseils sont des conseils généralistes, alors que, eh bien, on touche du doigt vraiment maintenant de mieux en mieux les profils associés aux pathologies. Alors, il y a des choses qui sont communes, hein, il y a des souches qui reviennent très fréquemment comme étant absentes ou diminuées. C'est le cas, par exemple, de Faecalibacterium prausnitzii, qui est vraiment une souche très importante. On devrait en avoir à peu près 5% ou plus dans notre microbiote, tous, puisqu'il y a certaines souches que nous avons tous. On a, on le sait, une forme d'empreinte, chacun a son microbiote, mais il y a quand même des souches qui sont très très importantes à avoir et qu'on a toutes, et bien Faecalibacterium prausnitzii en fait partie. Donc aujourd'hui, on ne va pas lire ça ensemble, je voulais juste vous montrer que très clairement, en fonction des pathologies, on a des profils qui se dessinent, et le fait de le savoir, eh bien, permet bien évidemment d'avoir une approche bien plus personnalisée. Dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le jour pas si lointain où Faecalibacterium prausnitzii sortira sous forme de médicaments, ça va véritablement être une révolution, et c'est évidemment directement vers ça qu'il faudra se tourner. Aujourd'hui, on ne peut pas encore le faire, mais il y a des souches qui aujourd'hui sont accessibles, et puis il y a aussi dans la littérature très clairement des stratégies qui nous permettent de rééquilibrer naturellement en choisissant de façon judicieuse le prébiotique, ou pourquoi pas, j'en parle pas ici dans cette présentation parce que c'était pas possible, mais ou pourquoi pas d'avoir des herbes, de la phytothérapie antibactérienne aussi assez ciblée et qui fonctionne très très bien. Même peut-être parfois trop bien, parce que les gens pensent « oh, c'est des plantes, c'est pas grave », on peut ravager son microbiote en prenant des plantes antibactériennes sur le long terme, alors que ça n'est pas justifié. Donc ça fonctionne, donc c'est pour ça qu'il faut être prudent avec ces produits également. Ce qui est de plus en plus clair et évident aujourd'hui, c'est qu'on connaît de mieux en mieux les fonctions ciblées des métabolites. Donc, on n'a pas encore découvert tous les métabolites, c'est évident, mais on en connaît vraiment beaucoup maintenant. Et donc, on sait que, en fonction de ce que l'on mange, eh bien, et en fonction de la composition de notre microbiote, ce sont deux éléments concordants évidemment, on va produire ces fameux métabolites dont je vous ai parlé, des acides gras à chaîne courte, des acides aminés branchés, des dérivés d'indole, du TMAO, enfin du TMA qui va être transformé en TMAO par le foie, on a les fameux LPS, on a les fameux acides biliaires secondaires. Bref, ça c'est vraiment les métabolites aujourd'hui les mieux documentés. Il y en a d'autres, bien évidemment. Et donc, comme vous pouvez le voir, chacun va agir finalement avec des effets différents, avec des organes cibles différents. Et le fait de maîtriser ça finalement, de connaître les aliments qu'on va conseiller, d'avoir une vision sur certains métabolites qu'on peut doser, d'avoir donc des tests de plus en plus intéressants pour évaluer la qualité du microbiote, et bien tout ça nous permet aujourd'hui vraiment d'aller vers une personnalisation bien plus grande que ce que nous fait.
Et ça évite quoi? Ben, ça évite beaucoup d'ennuis. Parce que quand on fait du one size fits all, c'est-à-dire on donne les mêmes conseils à tout le monde, ben déjà, si on conseille des probiotiques et que ça ne marche pas, ça n'a aucun intérêt, c'est évident, mais on sait que malheureusement, ça peut faire du tort. Et on va le voir, je vais vous donner quelques exemples de comment on fait pour véritablement choisir le probiotique le plus adapté à son patient. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet finalement d'aller si loin? Plusieurs choses. D'abord la science qui avance et la connaissance qui avance, mais aussi des nouvelles technologies. Parce qu'on a beaucoup parlé des nouvelles technologies de séquençage, mais depuis 2022, maintenant, il est possible de faire ce qu'on appelle un séquençage à lecture longue, qui est encore beaucoup plus précis que ce que l'on faisait avant ça, depuis 2010-2012. Donc, on a vraiment maintenant des techniques beaucoup plus fines encore. Et puis, on rajoute à ça l'intelligence artificielle qui va véritablement permettre d'avoir des données sur la composition des microbiotes, des données sur le type d'alimentation du patient et des données sur leur état de santé, sur les métabolites qu'ils produisent. Et le fait de pouvoir mixer tout ça, eh bien, va permettre vraiment de donner des conseils personnalisés. Vous le savez, tout le monde y va de son oui, mais moi, et ça marche, non, ça marche pas. C'est normal qu'il n'y ait pas les mêmes résultats chez tout le monde, étant donné qu'on n'est pas tous pareils. Et donc, ce qui va fonctionner chez votre voisine ne va peut-être pas fonctionner chez vous. Et donc, clairement, aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de la personnalisation. Alors, rentrons dans le vif du sujet. J'ai essayé de vous donner ici un maximum d'informations pratico-pratiques sur, OK, comment on fait pour bien choisir un probiotique. Alors, déjà, avoir conscience que, et je pense que vous le savez, un probiotique n'est pas l'autre. Il y a de très nombreux mécanismes d'action différents et c'est ce qui explique pourquoi un va fonctionner et un autre ne va pas fonctionner, de manière générale. Okay, donc, certaines souches vont être capables d'empêcher l'adhésion des pathogènes, et dans certains cas, c'est très intéressant, dans d'autres, ça va absolument être totalement inutile. Soit ils sont en compétition, ça c'est vrai pour à peu près tous pour la nourriture, ils produisent des métabolites et des molécules bioactives, mais ils ne produisent pas tous les mêmes métabolites. Ils sont capables de moduler le système immunitaire, de renforcer nos défenses, de réguler nos réponses et tout ce qui est réponse anti-inflammatoire. Évidemment, certains particulièrement, et c'est le cas pour les producteurs de butyrate, comme Faecalibacterium prausnitzii, et les Roseburia par exemple, vont aller renforcer l'effet barrière. Ils participent à la détox, dégradent les toxines. Ils peuvent avoir des effets épigénétiques, ils régulent le pH, ils peuvent avoir un effet antioxydant, avoir un effet métabolique très fort, et notamment sur le métabolisme lipidique et glucidique. Certains sont capables de produire des vitamines, de réguler le cholestérol, la tension artérielle, l'appétit, de contribuer à la digestion, à l'absorption des nutriments. Et cette liste n'est pas exhaustive. Okay, donc, tous les probiotiques n'ont pas les mêmes effets, les mêmes fonctions ou les mêmes mécanismes d'action. Et ça, c'est la base. C'est déjà de comprendre ça et de dire tu prends des probiotiques, ça a marché pour moi. Ça, c'est un deuxième aspect, c'est que ce n'est pas parce que ça marche pour vous que ça marchera pour quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, dans le commerce, qu'est-ce qu'on a? Principalement, en termes de probiotiques, les bactéries lactiques. Donc, toute la famille des bifidobactéries, les Adolescentis, Animalis, Bifidum, Breve, Infantis, Lactis Longum. Évidemment, toute la famille, j'ai mis L parce que, en fait, avant j'aurais mis Lactobacillus, mais aujourd'hui, les Lactobacillus ont tous été renommés, enfin pas tous, mais il y a beaucoup de souches, ils ont complètement changé la taxonomie, donc on met L point, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, mais là-dedans, il y a des Lacticacei-bacillus, mais bref, les L, Acidophilus brevis, etc., vous avez tous les noms qui sont indiqués.
vous avez, et il faut le savoir, Escherichia coli, Nissol 1917, qui est non pathogène, donc il ne faut pas croire que tout, c'est un exemple, hein, comme on dit Escherichia coli, tout le monde a les cheveux qui se dressent. En réalité, certaines souches ne sont absolument pas problématiques, et celle-là, elle est même très bénéfique. Des entérocoques, on retrouve évidemment dans le commerce des levures comme Saccharomyces boulardii, on retrouve des bactéries sporulées comme les bacillus, et on commence à retrouver des postbiotiques, comme notamment Akkermansia. Pourquoi Akkermansia aujourd'hui en Europe, on ne peut pas l'appeler probiotique? Parce que la souche n'est pas vivante, elle a été pasteurisée. Donc, un des critères, je n'ai pas commencé à reprendre toutes les définitions, etc., parce que sinon, ça allait être trop théorique, mais je rappelle quand même que dans la définition officielle du probiotique, la souche, non seulement elle doit être en quantité suffisante, apporter des bienfaits pour l'homme, mais elle doit être vivante. Okay, c'est pourquoi Akkermansia aujourd'hui ne peut pas être considéré comme un probiotique, mais bien un postbiotique ou un paraprobiotique. Et puis arrivent les probiotiques de nouvelle génération, les LBP, les Life Biotherapeutic Products, qui vont vraiment, qui existent déjà, mais qui progressivement vont prendre de plus en plus de place sur le marché. Vous avez Akkermansia qui, aux États-Unis, existe sous forme vivant. Alors, c'est pas toujours mieux. Hein. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire ouais, c'est mieux quand c'est vivant, certainement pas. Les études ont même plutôt tendance à montrer qu'Akkermansia est plus efficace dans les troubles métaboliques sous forme morte, donc pasteurisée, et puis apporter des souches vivantes, ça peut aussi avoir des effets qu'on ne souhaite pas nécessairement. Alors, premier critère, donc bien comprendre qu'un probiotique, son effet est souche dépendant. Qu'est-ce que c'est souche dépendant? C'est vraiment quand on va jusqu'au bout du nom. Donc, Lacticasibacillus rhamnosus, c'est le nom de l'espèce. Ce n'est pas le nom de la souche. Et vous avez aujourd'hui de très nombreux compléments probiotiques qui s'arrêtent après rhamnosus et qui ne vous indiquent pas le nom de la souche. Là, il y a un grand warning qui doit s'allumer dans votre tête, ok? Parce que les études montrent, je vous ai mis quelques exemples, par exemple, 5 souches testées contre l'inflammation intestinale, inflammation qui a été induite par Clostridoides difficile, eh bien, L. rhamnosus, R0011, Saccharomyces boulardii, CNCF, celui qu'on connaît en fait, sont les plus efficaces pour réduire l'inflammation et améliorer la viabilité cellulaire. Par contre, une souche bien connue et très efficace dans d'autres domaines, c'est les L. rhamnosus GG, eh bien, ce n'est pas efficace dans ce cas-là. Donc, on vous dit, prends des L. rhamnosus. Ben, vous dites, oh, ben, L. rhamnosus GG, on m'a dit que c'était une super souche. Eh bien, ça ne va rien faire du tout. Donc, ça, c'est juste fondamental de toujours avoir l'information sur quelle est la souche qui fonctionne et non pas quelle est l'espèce qui fonctionne. OK? Donc, l'effet protecteur varie fortement selon la souche, même pour une même espèce. Alors, deuxième critère de choix, c'est que les effets, ils sont spécifiques à la dose. Alors, je vous ai mis un exemple ici chez le porc, mais c'est vrai évidemment chez l'homme aussi. Vous pouvez avoir, donc ici, ils ont testé 2 souches spécifiques de B. subtilis qui ont été testées donc, à 2 doses bien précises. Eh bien, assez exceptionnellement, c'est un peu un petit contre-exemple ici, mais une dose 10 fois supérieure n'apporte pas de bénéfice supplémentaire. Donc déjà, oui, c'est dose dépendant. Il faut certainement assez, et c'est plus souvent ça le problème, c'est qu'ils n'en mettent pas assez, mais il faut aussi pas croire que parce qu'on en donne beaucoup, ça va aller mieux. Il faut se fier aux études. Il y a un effet dose dépendant. OK? Donc, des exemples, il y en a plein.
ok, les Lactobacillus plantarum, ben, il n'y en a que 5 sur 31 qui sont capables d'adhérer aux mucines, donc au mucus, au niveau de l'intestin. Et c'est en l'occurrence ça qu'on va rechercher pour avoir l'effet notamment anti-inflammatoire. Donc, c'est dose dépendant. Donc, deuxième message, malheureusement, vous avez des labos dans un souci évidemment économique qui vont vous dire, voilà, telle souche, c'est prouvé, hein, notamment dans la gestion du poids, tout ce qui est gacérie, etc. Il y a beaucoup de labos qui ont joué là-dessus. Il faut savoir qu'il faut déjà des grosses doses pour observer un résultat et que très souvent, cette dose n'y est pas. Et donc, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut se fier aux doses et aux souches qui sont reprises dans les études. Alors, troisième message qu'il est vraiment bien important de faire passer, c'est que les probiotiques, ça ne va pas recoloniser durablement l'intestin. Cette expression, on va réensemencer avec des probiotiques, elle ne tient pas la route. Ils vont avoir un effet transitoire au moment où la souche est là, et la toute grosse majorité, c'est pas vrai à 100%, mais la toute grosse majorité des souches, eh bien, je vous ai mis des souches très connues, hein, les Rhamnosus GG, DR20, les NCFM, le BB12, tout ça sont des souches vraiment très, très utilisées. Eh bien, on les retrouve rapidement dans les selles, et dès qu'on arrête le probiotique, pouf, elles sont parties. Ce n'est pas un problème en soi, mais il faut le savoir. Donc, ça veut dire que, sauf si vous avez un patient qui a pris des antibiotiques, qui fait une diarrhée du voyageur, où vous allez rechercher vraiment un effet à court terme, à ce moment-là, vous pouvez vraiment faire des cures courtes, mais a priori, un patient qui a trouvé le probiotique qui le soulage, je ne dis pas qu'il devra le prendre toute sa vie, tous les jours, mais vraisemblablement, il devra en prendre de façon régulière. Et personnellement, je préfère lui dire d'en prendre un tous les 3 jours que de faire un mois de cure et puis de s'arrêter pendant 1 mois ou 2 mois. Okay, donc, on ne recolonise pas le côlon. C'est très, très rare. Il y a quelques exceptions. Très, très rare, les souches qui vont véritablement rester. Je voulais revenir aussi sur ce que j'ai dit juste avant à propos de la dose. Donc, il y a pas mal de labos qui trichent avec la dose. Et aussi, quelque chose que je n'ai pas mentionné ici, mais qu'il est intéressant de noter, c'est que vous avez des labos qui mettent un probiotique en petite quantité. Le probiotique, à la limite, ils ne mettent même pas le nom de la souche, mais ils vont associer le probiotique à de la phytothérapie, je dis n'importe quoi, de la rhodiola par exemple, et puis ils vont dire probiotique anti-stress. Ben non, on ne peut pas dire ça. Donc, il faut vraiment être extrêmement vigilant par rapport à toutes ces choses-là, parce qu'on peut vraiment très très vite se faire avoir. Donc, critère de choix, c'est choisir un probiotique qui est efficace. Pour ça, il faut évidemment qu'il soit validé scientifiquement. Efficace et sûr, bien entendu. Et encore une fois, je ne peux pas tout aborder, mais vous pouvez avoir des dangers avec des probiotiques qui vont transférer des gènes de résistance et des choses comme ça. Donc, il faut vraiment regarder les étiquettes, les labels et vérifier les études. Choisir des souches précises en quantité suffisante. Ok, donc, éviter les bifidobactéries ou même Bifidobacterium longum. Je regrette, mais voilà, c'est HN001. Ça, c'est le nom complet de la souche. Donc, ce n'est pas un bon choix si on vous dit, et j'ai dû, moi, ça m'arrive de voir des produits qui ont l'air intéressants et je contacte pour avoir le nom de la souche. On me dit, mais il y a le nom de la souche. Je dis, non, il n'y a pas de nom de la souche. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Ils n'ont même pas parfois conscience qu'ils ne mettent pas le nom de la souche. Donc, j'ai déjà rencontré des produits sans le nom de la souche, même parfois rien que Bifidobactéries. Ça, c'est vraiment la honte complète. Alors, on vous dit, on ne dit pas, c'est un secret, mais non, ce n'est pas un secret. Ils doivent donner les noms de souches. Ou bien des souches qui n'existent pas, ça c'est magnifique aussi. Ou alors, donc, il n'y a pas le nom de la souche et ils extrapolent les effets à d'autres souches, ou bien des quantités vraiment insuffisantes par rapport
à ce que montrent les publications. Donc, regardez les étiquettes, le nom doit être complet, le dosage, et sachez que le fabricant est obligé de garantir cette quantité-là jusqu'à la fin de la date de péremption, pas au moment de la production. Okay. Et puis, il y a certains labels, notamment en Europe, le label QPS. Alors, il y a des bons produits qui ne l'ont pas nécessairement, hein, donc je ne veux pas dire qu'il faut absolument l'avoir, mais en tout cas, c'est quand même une preuve de sérieux. Alors, combien faut-il de souches dans un probiotique? Alors ça, c'est vraiment la question à 5 francs, parce que, ça c'est les vieilles qui disent 5 francs, 5 euros, parce que c'est vrai que de manière générale, on considère qu'il vaut mieux quand même avoir 10 milliards d'unités formant colonie, hein, des CFU, par dose, sauf, je viens de le dire, s'il y a une publication, et notamment pour le L-Reuteri DSM-I 17938, où là, les études montrent que quand on a moins, 10 fois moins, eh bien, ça va fonctionner très bien. Donc, il faut vraiment se fier aux doses qui sont reprises dans les publications. Alors, méfiez-vous aussi des produits où il y a beaucoup de souches différentes. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais qu'est-ce qu'ils font alors? C'est qu'ils mettent finalement peu de souches, peu en termes de nombre, par souche, si vous voyez ce que je veux dire. Or, pour avoir un effet, vraisemblablement, pour chaque souche, il faut 10 milliards. Donc, ça veut dire que, alors j'extrapole, mais qu'un produit avec 8 souches, a priori, devrait contenir 80 milliards, sauf si les études disent le contraire. Donc, quand même, méfiance avec ça. Donc, parfois, il y a des allégations qui sont floues, pas de dosage clair, on vous parle en grammes, en milligrammes, et alors vous êtes complètement perdu. Méfiance également. Je l'ai dit, la date doit être vraiment, le nom doit être garanti jusqu'à la date d'expiration. L'effet est souvent dose dépendant. Très souvent, c'est mieux plus que moins, mais c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent le cas. Mais par contre, avoir beaucoup de souches et c'est pas la bonne souche, ben, ça sert à rien, hein, vous l'aurez compris. Important aussi, les enfants. On a évidemment tendance un peu à se dire, ben, pour les enfants, c'est comme les médicaments. Ben, en fait, non, on ne va pas adapter la dose. Les enfants ont des besoins identiques en nombre, donc il ne faut pas réduire les doses pour les enfants. Et alors, un petit truc pratico-pratique aussi, c'est que une maman qui allaite, on sait que le lait maternel, c'est vraiment le meilleur symbiotique de la Terre. Et donc, si vraiment elle veut prendre des probiotiques parce qu'elle veut que son enfant en ait, eh bien, elle peut tout à fait les prendre elle. Il est plutôt recommandé pour les enfants allaités de réduire l'exposition directe parce qu'il y a des excipients, etc. Un enfant qui prend un lait infantile, c'est différent. Ok, là, on peut le supplémenter. Mais par prudence, tant qu'à faire, si l'enfant est allaité, il n'est pas indispensable de lui donner en direct. C'est mieux de donner à la maman. Et donc, ce qui est aussi important de noter, c'est qu'on peut donner plusieurs fois par jour des probiotiques. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et même quelqu'un qui aurait une diarrhée très sévère, on peut en donner 5 fois sur la journée. Par contre, dans les maladies plus chroniques, en général, on utilise la même dose, mais une fois par jour, éventuellement une deuxième. Je vous ai remis, mais je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt pour vous, mais je trouvais que oui, le nom des fermentiers les plus connus. Donc, ce sont vraiment les producteurs de souches. Pourquoi je vous mets ça? Parce qu'il y a des infos intéressantes sur leur site. Et donc, c'est eux qui publient les recherches à propos des souches. Souvent, ils ont des brevets pour ces souches parce qu'il y a des études, d'accord? Et donc, ça, c'est vraiment sur leur site, vous allez retrouver vraiment des informations qui peuvent être intéressantes sur les quantités, sur les associations de souches parfois. Parfois, c'est des choses qui sont associées. Alors, les probiotiques, est-ce qu'on les prend
après les antibiotiques ou pendant? Parce qu'on entend beaucoup, oui, mais non, ça sert à rien de prendre des probiotiques. Quand on prend des antibiotiques, ça va les tuer. C'est faux. La recherche montre que quand on donne des probiotiques pendant la prise d'antibiotiques, eh bien, on va non seulement réduire les effets secondaires, mais en plus, on va limiter les dommages des antibiotiques sur le microbiote. Donc ça a été aussi très, très clairement montré. Alors, ces probiotiques, à nos patients, on les conseille à jeun ou en mangeant. Beaucoup, beaucoup de praticiens pensent que c'est mieux à jeun. Fausse bonne idée, encore une fois. C'est vraiment publié, c'est montré. Il est plus efficace de prendre son probiotique pendant un repas. Et en plus, on a l'effet protecteur. Donc, c'est une question d'acidité, évidemment, de l'estomac qui va être tamponné. Mais en plus, on a l'effet protecteur, l'effet matrice des aliments. Et l'aliment qui ressort le plus du lot, c'est un produit laitier, éventuellement des céréales complètes. Okay, donc, cette matrice alimentaire va jouer un rôle. Donc, tout ce qui est riche en protéines, en glucides, va protéger les probiotiques. Les produits laitiers, bouillon de viande, au niveau des liquides, évidemment, c'est pas mal. Alors, je vous remets les études suivies par la bière. Je ne viendrai pas à l'idée spécialement, mais voilà, sachez que ça, en tout cas, bière, café, soda, mais même l'eau et les jus, c'est moins protecteur. Je ne suis pas en train de vous dire buvez du lait, mais c'est une réalité. Le mieux, c'est vraiment pour moi avec un yaourt. Ça, c'est le top. Et comme un petit peu de sucre aide aussi, un yaourt entier aux fruits, les lipides, bon, on s'en fiche un petit peu, donc il ne doit pas nécessairement être entier, mais un yaourt aux fruits, c'est pas mal, et ça permet d'avoir une matrice qui va faciliter, favoriser la viabilité de votre probiotique. Alors, évidemment, on a les probiotiques du commerce, mais je vous rappelle quand même, et c'est très intéressant, qu'on a des probiotiques dans les aliments. Et je vous ai mis, je n'ai d'action chez personne, donc ni chez Yakult, Actimel, machin, tout ça, rien du tout. Simplement, c'est une réalité. Il y a du Bifidobacterium animalis très intéressant, en plus des souches obligatoires dans l'Activia. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres choses, parce que ça reste des produits un petit peu plus industrialisés, on va dire, mais en termes vraiment de probiotiques, c'est intéressant. Des LGG, et voilà, je vous ai mis ici quelques exemples. Après, on ne les trouve pas toujours partout. Il y en a qui ont un peu disparu de l'horizon. Il y a évidemment Actimel et Yakult, pour lesquels il y a quand même pas mal de publications intéressantes. Vous avez une marque de fromage blanc qui a été enrichie, voilà, la marque aussi Caphilus. Vous avez les yaourts de manière générale, c'est absolument excellent. On dit oui, mais il y a beaucoup moins de souches. Eh bien, détrompez-vous. Prendre un yaourt est aussi efficace dans certains cas parce que ce sont des souches qui sont extrêmement viables. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a des probiotiques aussi dans les laits infantiles. Et donc, c'est intéressant de bien choisir son lait. Ça, ce n'est pas du tout l'objet aujourd'hui de cette présentation, mais aujourd'hui, un bon lait infantile, il ne contient pas trop de protéines, il contient un probiotique et il contient surtout des prébiotiques. Et parmi les prébiotiques, les plus intéressants, c'est évidemment les HMO, Human Milk Oligosaccharides, dont le 2FL, mais il y a maintenant des laits qui commencent à sortir avec plusieurs HMO, et vraiment, ça fait toute la différence, mais ça, c'est pour l'aspect prébiotique. Donc, d'autres exemples de probiotiques qu'on retrouve dans les aliments, je ne vais pas tout lire ici, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais voilà, vous avez ça sous les yeux. Alors, pour la petite anecdote, j'avais même trouvé du chocolat aux probiotiques, mais il n'est plus très facile à trouver. Vous avez évidemment les fromages au lait cru, le miso, le tempeh, et puis vous avez les probiotiques qu'on ne mange pas. De plus en plus de crèmes du corps sont à base de pro et même de prébiotiques. Vous avez évidemment les tampons hygiéniques qui peuvent en comporter. Vous savez que vous savez ou pas d'ailleurs que les probiotiques vivants au niveau vaginal ont été interdits pendant quelques années et plus que vraisemblablement, ils vont revenir maintenant. En tout cas, il y a encore moyen d'en trouver parce qu'il y en a un qui existe puisqu'il s'est fait... c'est un médicament, donc c'est pour les
complément plutôt alimentaire ou ce qu'on appelle le matériel médical où c'était interdit, mais là c'est un médicament, donc ça existe encore, mais de toute façon les autres vont revenir, il y a tellement de plaintes, ça marche tellement bien que voilà. Alors je voulais vous donner un exemple pour illustrer tout ce que je viens de vous dire. D'abord, exemple, il existe aujourd'hui des probiotiques qui permettent non pas d'éradiquer, ça je veux être bien clair avec ça, mais de diminuer la charge d'Helicobacter pylori, et notamment le L-Reuteri DSM 17648. Alors, ça marche vraiment bien, c'est prouvé, c'est validé, c'est le fameux Polypass, c'est une souche qui a été vraiment brevetée sous le nom Polypass, donc ça marche très bien. Par contre, il y a des études qui montrent que dans le syndrome de l'intestin irritable, ça n'a aucun intérêt, mais aucun. Donc, je vous ai mis des visuels de produits avec lesquels je n'ai aucun lien, mais qui ont cette souche et en quantité suffisante et le nom de la souche est indiqué, ok. Par contre, vous avez un autre, et vous voyez, ça peut être extrêmement vicieux, un autre L-Reuteri DSM 17938, donc on peut vraiment confondre, dans le Biogaia gastrus, et qui n'a aucun effet. Aucun effet, ça a été prouvé sur la charge en Helicobacter pylori. Par contre, très utile dans le syndrome de l'intestin irritable. Donc, on vous dit, prends du L-Reuteri, là, c'est top. Ben, pourquoi faire? Lequel? C'est ça que je veux vraiment faire passer aujourd'hui comme message. Et je vous ai mis 2 produits que j'ai trouvés, mais il y en a plein d'autres, qui vous disent juste L-Reuteri. L-Reuteri. Et en plus, donc on ne vous met pas le nom de la souche, ils vous disent contre Helicobacter pylori. Peut-être oui, peut-être pas. Mais moi, quand on ne me dit pas quelle souche c'est, j'ai à nouveau un grand warning. Autre exemple, L-Rhamnosus GR1, une des meilleures souches que l'on puisse avoir, les plus documentées au niveau de l'efficacité pour la santé vaginale. Et donc, vraiment, ça marche. Mais par contre, si on donne ça dans le cas d'une diarrhée parce qu'un patient ou une patiente a pris des antibiotiques, ça ne marche pas du tout. Mais le L-Rhamnosus GG, lui, c'est une souche qui n'adhère pas. Par contre, c'est une super souche pour d'autres choses, et notamment la prévention de la diarrhée associée aux antibiotiques ou les allergies. Vous voyez, donc, c'est vraiment déterminant de choisir la souche qui fonctionne, et pour ça, il faut un petit peu se renseigner. Et donc, j'ai fait le même exercice avec les prébiotiques. Tout ça, vous l'aurez juste. J'ai dit que je n'allais pas rentrer dans les définitions, mais quand même rappeler que des fibres, des prébiotiques, ce n'est pas exactement la même chose, même si les deux se confondent pour beaucoup. Donc, il y a des fibres qui sont prébiotiques et inversement, mais ce n'est pas vrai pour tout. Donc, des fibres, c'est des glucides non digestibles. Eux, par contre, des prébiotiques, ce n'est pas nécessairement des glucides. Et un prébiotique, il doit être utilisé de façon sélective par un probiotique, par des micro-organismes pour avoir un effet démontré. Donc, il y a quand même des petites nuances à connaître. Et donc, je vous ai remis ici, juste pour info, quelques noms de fibres, quelques noms de prébiotiques, et vous voyez qu'il y en a qu'on retrouve dans les 2 cases. Alors, exactement de la même façon qu'un probiotique va agir de façon ciblée, eh bien, c'est vrai aussi pour les prébiotiques. On ne dit pas mange des... Oui, bien sûr, c'est toujours bien de dire mange plus de fibres. Ça, on ne va pas se mentir. Si quelqu'un n'en mange pas du tout, dire à quelqu'un mange plus de fibres, ça ne peut lui faire que du bien. Mais si on veut un effet thérapeutique ciblé, eh bien, ça va vraisemblablement pas être suffisant, voire ça peut être délétère. Qu'est-ce qui fait finalement que ces fibres et ces prébiotiques ont des effets variables? Eh bien, tout simplement leur composition. Donc, ces fibres, en général, c'est des chaînes, c'est des polysaccharides qui sont donc composés ou de glucose, ou de mannose, ou de fructose. Donc, il y a plein de oses différents qui peuvent être mélangés ou pas. Il y a des longueurs de chaînes qui peuvent être différentes. Il y a des courtes chaînes, il y a des longues chaînes. Il y a des liaisons qui sont différentes. Et donc, tout ça fait que eh bien, les effets vont être différents en fonction du type de molécule, de la longueur de la chaîne, des liaisons. Et donc, on va se retrouver avec
des fibres qui ont des caractéristiques différentes en fonction de leur taille, en fonction du type évidemment de monomère, donc de ose qu'elles ont, et en fonction du type de liaison. Et donc, on va finalement se retrouver avec des caractéristiques et des fonctions très variables. Donc vous avez toute une série de caractéristiques, la solubilité, donc de cette taille, du nombre doses, etc., de ce que je viens de vous dire, bien, tout ça va avoir des conséquences sur la solubilité, sur la viscosité, sur la fermentescibilité, sur le fait qu'ils sont capables ou pas de capter des nutriments, de capter l'eau, de capter des toxines, d'avoir un effet ou pas sur le transit. Donc tout ça va varier selon le type de fibre. Et donc, selon que, comme je l'ai indiqué, ce soit soluble ou pas, visqueux ou pas, fermentescible ou pas, on va avoir des fonctions et des caractéristiques différentes. Donc, vous voyez, par exemple, que quand c'est très soluble, visqueux et fermentescible, eh bien, on va, grâce à ça, produire beaucoup d'acides gras à chaîne courte. Par contre, quand vous avez des fibres insolubles, non visqueuses, non fermentescibles, ça va être super pour le transit, ça va être super pour capter des toxines ou des toxiques, mais ça va absolument pas vous faire produire des acides gras à chaîne courte. Donc, si vous avez un patient qui est en crise inflammatoire intestinale, qui vraisemblablement manque de butyrate et que vous lui mettez des fibres insolubles, non visqueuses, non fermentescibles, ça va pas lui servir à grand chose. Ok? Donc, c'est exactement la même chose. Vous avez un patient qui a un syndrome de l'intestin irritable, ben vous lui donnez du lactulose, il va vous détester. Il va vous détester. Mais le lactulose, il est très efficace dans d'autres cas. Par contre, le PAGG va être très intéressant, mais il faut faire attention en fonction du patient, les traitements qu'il prend, pas en cas de dysphagie, etc. Donc, on voit que même ça, eh bien, il faut bien maîtriser, il faut bien connaître. Pareil, l'inuline, c'est super sur la constipation, déjà avec des quantités un peu élevées, et sur la composition du microbiote, mais on ne donne pas ça à un patient qui a une maladie de Crohn active. Donc, on va vraiment, là aussi, cibler. On ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. On se fie sur les effets démontrés par la science et les caractéristiques des fibres et des prébiotiques. Et c'est pour ça, et j'arrive à la fin de cette présentation, mais je voulais vous prendre encore 2 minutes de votre temps pour vous parler eh bien de ce besoin urgent de personnaliser nos conseils. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une véritable expertise, une spécialisation sur le microbiote, qui se tient pour l'instant en présentiel uniquement, c'est 6 jours sur place et 3 webinaires à distance. Dans la région de Wavre, vous avez les dates ici, donc ça débute en octobre 10-11, plus 24-25 octobre, et vous avez 14-15 novembre, et puis vous avez les dates en dessous, ce sont les dates des webinaires, et ça concerne tous les professionnels de santé qui veulent vraiment avoir ces notions-là de personnalisation. Mon but, c'est vraiment que vous puissiez sortir de là en sachant quoi faire pour quel patient. Donc, c'est vraiment du pratico-pratique. On va évidemment revoir les bases, les incontournables, la composition du microbiote, mais avec des données actualisées, puisque tous les noms ont changé, les noms de filins ont changé. Donc, on va actualiser tout ça. Savoir comment on module les microbiotes du corps, notamment le microbiote vaginal. Il y a des stratégies absolument imparables. C'est un des microbiotes les plus modulables d'ailleurs. Évidemment, on va parler de bactéries, mais pas que. Et puis, on va donc voir toutes les stratégies naturelles de modulation pour augmenter ça, baisser ça, en fonction de votre patient. On va voir les effets ciblés des plantes, les herbes, les composés phytochimiques, les fibres, les prébiotiques, comment tout ça agit sur le microbiote justement pour personnaliser les conseils. Et on va avoir pour la majorité des maladies vraiment des stratégies ciblées, donc les maladies hépatiques, métaboliques, digestives, les cancers, neurodégénératives, mentales, enfin tout ce que vous avez là, vraiment on va, et puis on va aller dans les détails, les maladies digestives, on va toutes les reprendre bien entendu. Et donc, le but, c'est d'avoir vraiment des stratégies ciblées, l'assiette
quels probiotiques avec des souches du commerce, pas des souches qui, oh, où est-ce que ça vient, je ne vais jamais la trouver, les souches du commerce, quels prébiotiques dans quel cas, et puis on verra aussi les techniques d'analyse, leur validité, lesquelles choisir, donc dans tous ces cas-là. Et donc voilà, juste pour vous dire que de par votre participation ou parce que vous regardez même en replay ce webinaire, eh bien vous avez la possibilité d'avoir une remise de 300 €. Donc le prix plein, j'ai envie de dire, c'est 1750. Et grâce à Simplicure, vous avez donc un tarif préférentiel, donc 1450 plus TVA, avec le code qui est indiqué là. Et maintenant que je parle de Simplicure, je voulais quand même préciser une chose essentielle, c'est que sur Simplicure, quand vous allez regarder la composition des produits, eh bien, vous avez le nom des souches, le nom complet des souches. Et ça, c'est absolument essentiel. Et quand le nom complet ne figure pas, eh bien, c'est que ce nom complet n'est pas indiqué sur le produit. Et là, malheureusement, ce n'est pas spécialement une bonne chose. Donc, il vaut mieux peut-être essayer de trouver un autre. Voilà. Est-ce que Flavie est là? Je suis là. Alors un tout grand merci Véronique pour, cette présentation qui était très, très claire et je pense qui a rappelé, pas mal de choses ou en tout cas ouvert les yeux sur, les critères de sélection des probiotiques donc, merci beaucoup à toi. J'ai indiqué du coup dans la discussion le lien vers la formation, je vous ai remis le code, donc si vous voulez en profiter, copiez-le et utilisez-le directement. On a reçu quelques questions, on va y revenir dans un second temps. Je vais juste prendre 2 minutes pour vous présenter Simplicure parce que comme Véronique, en parlait, vous pouvez trouver des probiotiques dessus, mais peut-être que vous ne connaissez pas encore la plateforme Simplicure, donc je vais vous montrer ça en 2 petites minutes. Simplicure, donc, c'est une plateforme qui regroupe différents laboratoires. Donc voilà à quoi ça ressemble quand vous allez vous connecter. Vous allez pouvoir notamment retrouver, les webinaires, et leurs replays, directement sur l'application. Et puis l'objectif, ça va être de créer une recommandation. Et donc vous allez pouvoir associer les différents produits que vous souhaitez proposer à vos patients, à vos clients. Et donc vous allez pouvoir chercher, par exemple, probiotiques. Vous allez pouvoir spécifier aussi, éventuellement chercher ici par marque, si vous souhaitez travailler avec un laboratoire spécifique. Vous pourriez aussi chercher ici, dans inclure ingrédients, justement, une souche spécifique que vous souhaitez retrouver. C'est top, hein. Donc, il y a vraiment de quoi faire effectivement pour aller chercher le probiotique précis qu'on a envie de trouver. Et comme on le disait, dans chacun des produits, vous cliquez dessus, vous avez la fiche complète avec les explications des différentes souches. Donc, après, il suffit de l'ajouter dans notre recommandation, d'éventuellement modifier la posologie ou de rajouter une petite note si on disait à prendre avec le yaourt pendant la journée. Et puis, vous avez vu, ça prend 1 minute. Il n'y a plus qu'à créer un client, créer une fiche patient, on mentionne son adresse mail et on envoie. Lorsqu'on envoie, en fait, la personne va pouvoir cliquer sur sa recommandation, voir les produits que vous lui avez conseillés et valider son panier. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous faciliter la vie en ayant tout en un seul et même endroit, en pouvant comparer les produits et aussi que le patient, il ait un seul endroit, un seul colis, un seul frais de port pour avoir accès à toute sa recommandation et donc ne plus se perdre dans 5 sites différents parce qu'on sait que c'était d'ailleurs le sujet de notre dernier webinaire aussi ensemble, la compliance, l'observance après la consultation. Si on peut faciliter la mise en place des conseils, on aide aussi le patient à avoir des résultats et c'est quand même très important aussi. Je vais vous mettre le lien simplement de Simplicure, comme ça si vous souhaitez découvrir, il vous suffit de vous inscrire et après on pourra éventuellement aussi vous aider à prendre l'outil en main et le paramétrer pour vous. Voilà. Alors, Véronique, ça te va? On peut peut-être passer aux quelques questions que nous avons reçues. Absolument. Super. Alors, on demandait, est-ce que le replay sera disponible? Tout à fait. Samira qui disait qu'effectivement, il y avait pas mal de fraude probiotiques, surtout pour les produits venant des États-Unis. Donc, ça rejoint ce que tu disais. Kathleen qui demandait pourquoi la souche, alors je ne sais pas si je vais bien la prononcer, mais Johnsoni a été arrêtée. Alors, elle n'a pas été arrêtée, hein, Johnsoni, on en trouve encore. Peut-être qu'une souche en particulier, mais normalement, des Johnsoni, on en trouve encore. Ok.
Oui, c'est ça. Je pense que peut-être tu parlais d'un produit spécifique qui avait été arrêté, ici, mais OK. Hem, on demande aussi si ta formation est possible en hybride, possible en distanciel? Alors, aujourd'hui pas, mais sans doute, peut-être, je sais pas, voilà. Ce qui est possible, je sais pas si c'est déjà le cas, mais je pense que oui, c'est quand vous allez, sur le lien de la formation, c'est de dire: «Je suis intéressé, mais ailleurs» ou et comme ça, j'envoie les informations quand c'est possible, quoi. OK, oui, donc c'est pas encore d'actualité, mais on peut Mais il être faut amené à informer. donner son intérêt, comme ça je sais que je peux, transférer l'info, quoi. Super, parfait. Nathalie qui demande: «Quel test tu peux préconiser pour faire le point sur le microbiote?» Alors c'est justement ça qu'on voit dans la formation, tous les tests, les types de tests qu'on va comparer. Il y a les tests de métabolites, il y a la RN16S, il y a le shotgun, il y a voilà. Donc ça, il n'y a pas de règle dans la mesure où il y a des labos qui ont choisi la meilleure technologie, mais qui l'exploitent super mal. Mmh. Donc, vous avez un espèce de petit résumé débile, alors qu'ils ont choisi à la base une très bonne technologie. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut regarder, mais de façon beaucoup plus globale et qu'on voit dans la formation. Oui, il y a pas de réponse toute faite et Non, facile. ça dépend où ils sont. Tous les labos ne sont pas partout. Enfin, voilà. Donc, mais de manière générale, le shotgun, c'est aujourd'hui le plus précis. OK, Mais il n'est pas très bien exploité. Donc, parfois, un bon ARN16S, c'est bien aussi. OK, merci. Bien écoute, il me semble qu'on a déjà fait le tour des questions, donc je pense que ta présentation était, on ne peut plus claire et on ne peut plus complète. Voilà, je vous redis une dernière fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager maintenant, comme ça on y répond. Et sinon, mais Véronique, il me reste à te remercier encore, chaleureusement. Avec grand plaisir. Merci à toi et à Saint-Picure. Et à très bientôt. Oui, merci aussi à vous pour votre présence et puis on se dit effectivement à très bientôt. Bon après-midi.